voulais vous présenter cet ouvrage, Femmes dans l'histoire, consacré aux femmes provençales célèbres. Alors avant de nous lancer sur les traces de ces provençales qui ont honoré notre histoire, je voulais d'abord préciser cette notion de provençalité. Alors la Provence, géographiquement, a couvert des extensions très différentes. La provinciale romaine était beaucoup plus étendue, puisqu'elle débordait largement au-delà du Rhône. Le comté de Provence était plus réduit que la région actuelle Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque une partie du Vaucluse lui échappait, de même que les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Et donc, je me suis cantonné à l'espace géographique et économique de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les femmes sont les invisibles de l'histoire, du moins elles l'ont été très longtemps. Pendant très longtemps, la chronique n'a retenu que les hommes célèbres et les fonctions qui permettaient d'accéder à la notoriété, fonctions militaires, fonctions politiques, fonctions administratives, judiciaires ou économiques, étaient interdites aux femmes. Seule la chronique a retenu le nom des épouses de souverains, notamment les quatre filles de Raymond Béranger V, comte de Provence, qui ont toutes les quatre été reines, notamment reine de France et reine d'Angleterre. Alors à partir du XIXe siècle et surtout la deuxième moitié du XXe siècle, les femmes, grâce à leur effort, ont pu accéder à des fonctions, des responsabilités qui leur permettent de devenir célèbres à leur tour. Et aujourd'hui, les femmes sont des hommes un peu comme les autres, mais pas tout à fait. Alors je vous invite donc à travers ce livre, dans lequel vous trouverez 70 portraits de femmes provençales, pas que des niçoises, mais nous allons nous cantonner aux niçoises célèbres, à retrouver ces femmes qui ont laissé une trace dans l'histoire. C'est donc dans cette église consacrée à Sainte-Marie-Madeleine, au fond du boulevard du même nom, que je vous invite à commencer cette promenade à travers les célébrités niçoises qui ont contribué à la réputation de notre Provence. Alors, Marie-Madeleine, c'est la disciple, on l'a dit du moins, la disciple préférée du Christ, en ce sens qu'elle a oint le Christ, et en grec, Christos, ça veut dire oindre, c'est elle qui a apporté l'onction au Christ, et d'autre part, elle est le témoin de la résurrection. Or, la résurrection, c'est le fondement même de la foi chrétienne et de la révélation. Nous allons donc maintenant nous transporter dans le cœur de l'Église pour parler de Marie-Madeleine provençale. Alors nous sommes maintenant dans le cœur de l'Église pour parler de Marie-Madeleine provençale. Alors, selon la tradition, Marie-Madeleine ainsi qu'un certain nombre des premiers disciples du Christ seraient partis, auraient quitté la Palestine, où ils étaient persécutés par les Juifs, pour se diriger vers les côtes de Provence. Et leur point de chute, c'est naturellement, selon la tradition, les Saintes Maries de la Mer. Elles sont donc, on trouve Marie-Madeleine, on trouve c'est les deux sœurs, Marie-Jacobée et Marie-Salomé. On trouve Saint-Maximin, qui sera l'évêque d'Aix, et d'autres saints aussi importants. Alors, Marie-Madeleine, une fois mis le pied à terre, elle va partir très rapidement à ce qui est aujourd'hui Saint-Maximin, et plus précisément la grotte de la Sainte-Baume, dans laquelle, selon la tradition, elle aurait vécu 33 ans, avant d'être enlevée et transportée au ciel, portée par des anges. Alors, les reliques de Marie-Madeleine auraient été découvertes au 5e siècle, à Saint-Maximin. Elles ont été enfouies pendant des siècles, puisque les Sarrasins ont pillé la région, et elles ont été exhumées en 1291 par Charles II d'Anjou, qui était le propre neveu de Saint-Louis, qui a trouvé une crypte souterraine dans laquelle il y avait 4 sarcophages, dont un sarcophage aurait contenu les reliques de Marie-Madeleine. Ces reliques ont été dispersées à la Révolution, sauf le crâne qui a été récupéré par un fidèle et qui est toujours visible dans la basilique Saint-Maximin. Nous sommes devant la cathédrale Sainte-Réparate, qui est la sainte patronne de la ville de Nice. Selon la tradition, cette sainte originaire de Césarée aurait été persécutée sous l'empereur Dèce en 250 après Jésus-Christ. Alors les circonstances de sa mort sont aussi si épouvantables que je vais me permettre de les lire. Selon la tradition, on aurait tenté de la brûler vive, mais elle fut sauvée par une averse opportune. On lui fit ensuite boire de la poix bouillante, mais une fois en plus, elle survécut. Finalement, elle fut décapitée et son corps placé dans une barque fleurie de mousse, de roses, de lys et de palmes,
et guidé par une colombe qui dériva sur la Méditerranée, jusqu'à aboutir à Nice. Donc la cathédrale par elle-même a été édifiée à partir de 1650, et c'est en 1690 que les reliques de Sainte Réparate y ont été transportées. La façade qu'on voit en fait remonte au début du XIXe siècle. Quant au clocher d'angle, il a été édifié vers 1750. Nous sommes ici devant le monument commémoratif dédié à Catherine Ségurane, qui est l'héroïne nationale, la Jeanne d'Arc niçoise. Nous sommes en 1543 et Nice, propriété des ducs de Savoie, est assiégée par une armée de terre commandée par le duc d'Enghien, une armée française, et la flotte ottomane commandée par Barberousse, 120 galères avec une forte artillerie qui va bombarder la ville. Le 15 août, la ville est directement en partie conquise par les troupes terrestres et les Ottomans se lancent à l'assaut du bastion Saint-Caire devant lequel nous sommes. La ville est sur le point de tomber, toute la population va se mobiliser, les femmes y compris. Et Catherine Ségurane, qui est une bugadière, c'est-à-dire une lavandière, va prendre son battoir et à coup de battoir, elle va repousser un parti ottoman qui était sur le point de conquérir le bastion. On dit qu'elle aurait également montré son postérieur aux Ottomans qui en auraient été effrayés et qui se seraient repliés. Toujours est-il qu'elle est considérée un peu comme la sauveuse de la ville. On sait quel sort les Ottomans auraient pu faire aux femmes niçoises s'ils avaient conquis la ville. Depuis, tous les ans, une cérémonie a lieu devant cette plaque pour commémorer cette femme qui a joué un rôle important dans l'histoire et l'identité niçoise. Je vais donc vous parler, puisque nous sommes dans les ruines des arènes romaines de Cimiez, de l'impératrice Julia Cornelia Salonina, qui fut impératrice de Rome et la femme de l'empereur Galien. Alors c'est une femme qui avait une culture notamment grecque très étendue, qui était une femme très bienveillante et qui a inspiré à son mari, l'empereur, le rescrit de Milan de 260 qui accorde la tolérance pour les chrétiens, on n'est pas encore à Constantin, et elle va protéger les chrétiens de sa bienveillance. Elle vient à Nice, dit-on, aux alentours de l'an 261, et elle a pris les eaux dans une station thermale auquel elle donnera naissance, c'est Berthemont-les-Bains, où l'on soigne les maladies respiratoires, les maladies articulaires, et c'est grâce à cette impératrice que cette station a pu prendre son essor. Nous sommes ici devant la Villa Otero, autrefois appelée Villa Caroline, et qui fut la résidence de la belle Otero, une des reines de la Belle Époque. Alors, cette femme qui a connu une existence fastueuse a commencé misérablement. Elle est née dans une famille très pauvre de Galice espagnole. Elle a été violée à 11 ans, enceinte à 13 ans, elle s'est fait avorter. Elle est restée ensuite infertile, et ce qui a provoqué chez elle un refus du sexe fort. Elle est repérée, elle danse dans les rues, elle fait du flamenco. Elle finit par être repérée par un impresario américain qui s'appelle Ernest Hugmans, qui va l'amener en Amérique. Elle fait une tournée triomphale, on lui ouvre toutes les portes et elle devient une célébrité mondiale. On la retrouve à Paris, elle est aux Folies Bergères, elle est au Moulin Rouge, dans différentes, mais elle se lance également dans l'opéra, elle va notamment interpréter Carmen. Elle aura d'innombrables amants, on l'appelle la sirène des suicides parce qu'elle a provoqué de nombreux duels et même des suicides, parmi ses amants y conduits. En 1915, elle se retire à Nice et elle fait l'acquisition de cette villa dans laquelle elle va vivre pendant 50 ans. Elle a une passion néfaste, c'est le jeu. Elle s'adonne au jeu, au casino, à Monte-Carlo notamment. Elle va se ruiner, elle va dilapider son immense fortune. Dans le jeu, elle finira misérable et c'est le directeur du casino de Monte-Carlo qui assurera ses fins de mois et qui paiera son loyer jusqu'à sa mort. Elle est enterrée au cimetière de l'Est à Nice. Alors nous terminons ce parcours mémoriel devant le lycée Calmette de Nice, où la jeune Simone Weil a fait l'essentiel de ses études. Simone Weil est née à Nice en 1927 et son père était un architecte qui avait une certaine notoriété puisqu'il a obtenu un deuxième Grand Prix de Rome. Il était juif d'origine lorraine et son nom était Jacob, elle s'appelait Simone Jacob. Viennent les temps de la persécution, le régime de Vichy, son père perd son emploi.
ils doivent se cacher. En 1943, Alois Brunner fait des rafles à Nice, il va rafler 1800 juifs qui seront déportés à Drancy. Et en mars 1944, c'est Simone Weil et toute sa famille qui sont arrêtés et déportés, pour elle, sa mère et sa sœur, à Auschwitz. Elle fera partie avec sa sœur des rares escapés du camp de la mort. Sa mère succombera à un typhus. Et à partir de ce moment-là, elle va s'engager résolument dans une forme de résistance. Elle va résister à toutes les oppressions. Elle sera tour à tour la première femme secrétaire générale du Conseil national de la magistrature. Elle sera la première femme ministre d'État. Elle sera la première femme présidente du Parlement européen. Et elle combattra jusqu'au bout pour les causes qu'elle a toujours défendues, notamment elle sera directrice du mémorial de la Shoah et à la pointe de tous les combats au profit des femmes. Une plaque commémorative de cette personnalité tout à fait exceptionnelle a été déposée il y a peu à l'intérieur du lycée Calmette. Pendant des siècles, les femmes se sont battues pour obtenir des libertés parfois infimes, pour être reconnues en tant qu'écrivaines, scientifiques, résistantes, aventurières, sportives, politiciennes. Ce livre s'est voulu d'abord un hommage rendu au courage de ces femmes. Et ça a été pour moi également l'occasion de faire de très belles rencontres. Et j'ai trouvé un trait commun à toutes ces femmes, c'est l'énergie qu'elles ont dû déployer pour exister dans un monde gouverné par les hommes.